ce que j'observe, à la fois des discours et des pratiques et des expérimentations qui sont faites en matière de développement durable sur le secteur culturel, sont prioritairement axées soit sur l'environnement, d'ailleurs prioritairement axées sur l'environnement, voilà, avec, bon, c'est très bien comme porte d'entrée, maintenant, il me semble que la dimension humaine doit quand même très rapidement aussi être remise au cœur des préoccupations, parce qu'un projet n'est pas désincarné, un projet vit parce qu'une équipe porte le projet, parce qu'un certain nombre de personnes avec des statuts différents portent le projet, et qu'en dehors de ces personnes-là, le projet n'existe pas. Donc, qu'il y ait bien sûr une préoccupation sur les impacts environnementaux, oui, mais peut-être que, et là je défends ma chapelle, mais la première préoccupation pour moi reste le fait qu'il y a encore des gens pour porter le projet, et que donc les conditions de travail, les conditions humaines soient prioritaires, parce que on ne peut pas avoir des engagements qui ne tiennent que sur des rapports affectifs, des rapports passionnels ou des rapports de surimplication. Il y a besoin à un moment donné de poser ce cadre social comme un cadre parmi les autres cadres du développement durable, et vraiment d'en faire la priorité éthique au niveau du projet. Concrètement, pour faire la transition avec la première question, effectivement, c'est d'abord en avoir la volonté, et en avoir la volonté au niveau politique des projets, au niveau politique des structures, quelles qu'elles soient, de quelque type d'activité que ce soit au niveau du secteur culturel. Alors, majoritairement, on est quand même sur une très forte représentation du secteur associatif juridiquement sur ce secteur-là. Donc, ça veut dire qu'un conseil d'administration, qu'un bureau doivent s'emparer de ces questions-là, doivent les porter et doivent en faire une réelle priorité par rapport à la conduite du projet, en cessant de penser qu'il est évident et il est implicite que l'équipe suive, ce qui est quelque chose hérité des anciennes théories stratégiques de l'entreprise, où il était évident que la dimension humaine suivait le projet. Ça fait longtemps qu'on est revenu là-dessus quand même dans les approches en entreprise. Là, il faut cette réelle prise de conscience, donc probablement un débat au sein de ces structures-là, une volonté, et puis un positionnement éthique très clair par rapport à ça. Ça me semble être la première condition indispensable à la prise en compte de cette dimension humaine. La deuxième, c'est ensuite qu'il y ait des apports méthodologiques qui soient réalisés, qu'il y ait un diagnostic qui soit posé pour ensuite harmoniser un certain nombre de pratiques, poser un certain nombre d'outils, imaginer aussi, co-construire avec le CA, avec les acteurs, des dispositifs qui leur soient bien particuliers et bien adaptés. Ça peut passer par un dispositif local d'accompagnement, qui sont les DLA qui existent, ça peut passer par un audit externe d'une autre forme, mais probablement la présence d'un médiateur externe et neutre dans le dispositif est assez important pour des raisons, je dirais effectivement à la fois d'apport technique, mais qu'on pourrait imaginer par ailleurs possible, mais surtout pour des raisons de neutralité dans le dispositif, et puis parfois vraiment de médiation et de négociation en interne qui sont indispensables pendant le processus. On parle là des financeurs, on parle là des différentes parties prenantes en fait dans la structure. Effectivement, les élus, via les dispositifs qui depuis avril 2009, sont rendus possibles par l'accord ADEC, donc, qui est l'accord développement des emplois et des compétences dans le spectacle vivant, donc sorti en avril 2009. Cet accord pose le principe de la nécessité de prévoir et de développer les compétences dans le secteur culturel, donc là plus spécifiquement dans le spectacle vivant, et rend possible à la fois au niveau national, régional et local le financement d'un certain nombre d'actions. Donc les élus, via ces dispositifs, que ce soit des régions, que ce soit... alors c'est plus couramment impulsé par des régions, mais aussi par des directions régionales du travail, par des directions départementales du travail qui prennent le relais sur ces dispositifs, peuvent là du coup être l'interface pour mettre en place ces diagnostics, financer ces diagnostics,
et du coup, impulser un temps de débat et d'échange ensemble, puisque c'est le moment dans les restitutions de permettre la rencontre des acteurs. Elle se voit à bien d'autres occasions, mais là, la rencontre autour de la thématique de l'emploi dans la structure, et pas seulement de l'emploi culturel en général, et de partager un certain nombre de constats, de réalités, et d'avancer ensemble sur des pistes de mesures à mettre en place. Les démarches de mutualisation, par exemple, sur lesquelles il y a beaucoup de réflexions en ce moment, mutualisation de l'emploi, euh, sont très intéressantes parce qu'elles sont transverses, que ça implique des raisonnements autres qu'un secteur d'activité spécifique ou qu'une niche spécifique dans le secteur culturel, et que donc ça remet en débat au niveau d'un territoire. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus musique ou théâtre ou danse, on raisonne sur un territoire, comment permettre la vitalité des pratiques culturelles, de la diffusion culturelle sur ce territoire. Et donc forcément se trouvent autour de la table les financeurs, les parties prenantes, les acteurs, dans cette idée que décloisonner va devenir indispensable. Décloisonner va être non seulement, je dirais, une réponse à une nécessité économique ou à une réalité financière qui est de plus en plus tendue, mais aussi peut devenir une opportunité, peut devenir un moment d'échange, un moment de débat, peut devenir vraiment une réelle occasion de créer ensemble autre chose et de nouveaux projets et de nouvelles synergies. Et donc c'est au-delà, souvent ça dépasse même la question, ça peut dépasser la question de l'emploi, pour aller vers vraiment une revitalisation d'un territoire sur ce prétexte qui est au départ celui de la mutualisation. Donc il existe à la fois maintenant des textes et des dispositifs tels que l'accord ADEC qui facilite quand même toute cette réflexion et cet accompagnement. Et il existe des solutions juridiques telles que le groupement d'employeurs, mais on peut imaginer aussi des formes de coopératives qui permettent d'être innovants socialement et peut-être de trouver un nouveau modèle social ou un nouveau modèle de fonctionnement ressources humaines adapté à ce qu'est l'économie des structures culturelles, qui n'est pas celle du secteur marchand, et qui donc permet de rassembler tous ces différents enjeux.